Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Ahmed pour l'introduction. C'est toujours hyper compliqué de passer derrière un journaliste éloquent. C'est pas un cadeau d'être le premier à communiquer. Donc quand on met la barre très haut, il faut savoir la maintenir. Franchement, tu es un ami, mais là, c'est pas bien fait. Bref, ça, c'est dit. Deuxième point, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes de potentiels ou éventuellement des geeks, parce que je vais vous parler d'un sujet qui a l'air de vous intéresser, qui est le digital. Le digital et son apport dans la santé. Pour être plus ou moins crédible, je vais commencer à me présenter pour dire que je suis médecin de formation, donc ça me donne un peu le droit de parler des sujets de santé. J'ai fait un 3e cycle à la conférence des grandes écoles, donc ça me permet d'être un peu dans le monde, je dirais, de l'entreprise. Et quand on couple un peu les deux, ça fait un peu de digital dans le monde de la santé. Ce n'est pas mauvais. Oups, c'est... Très bien. Pour commencer, on va prendre l'institution suprême de la santé, qui est l'OMS, et dont le patron qui dit il est essentiel d'exploiter le pouvoir des technologies numériques pour parvenir à une couverture sanitaire universelle. En fin de compte, la technologie numérique n'est pas des fins en soi, pardon. D'accord. N'est pas des fins en soi, ce sont des outils essentiels pour promouvoir la santé, assurer la sécurité du monde et servir les personnes vulnérables. C'est je dirais, une belle phrase, mais moi j'ai une autre vision de la chose, qui n'est pas antinomique, je vous rassure, qui va dans le même sens, mais d'une manière beaucoup plus simple. Ma vision est, c'est bien, ça c'est toujours l'OMS, mais ma vision, c'est bien d'utiliser du digital et dans la santé, c'est bien d'utiliser les nouvelles technologies, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur ça. Il faudrait savoir le faire. Il faudrait surtout et principalement se poser une question qui est primordiale avant chaque utilisation, avant chaque projet dans le digital health. À quoi ça sert ? Parce qu'on a tendance, là c'est un peu je dirais l'effervescence, où tout le monde parle digital, électronisation, outils, plateformes, c'est super, c'est très tendance, c'est très à la mode, mais permettez-moi, moi en tant que médecin, si ça ne m'apporte rien dans ma pratique, ça n'apporte rien dans la prise en charge du patient, à quoi bon ? Faire pour faire, je ne suis pas un grand adepte. Ça a quand même des avantages, hein, le digital, quand on sait l'utiliser, ça permet clairement un accès amélioré aux soins. Accès amélioré, on prend un exemple tout bête, la télémédecine. J'ai un collègue que j'ai connu aujourd'hui, Chafir, qui va intervenir juste après moi. On en parlait il y a de ça une demi-heure, en se disant qu'est-ce que peut apporter la télémédecine dans notre système de soins. Professeur El Haj, qui connaît bien la DGSS, qui connaît bien les infrastructures hospitalières, pourrait nous dire, oui, le désert médical est un vrai problème, hein, qu'on arrive plus ou moins jugulé avec un système de service civil, mais ce n'est pas complètement réglé, et c'est un problème, j'ai envie de dire, qui est universel. Demain, la télémédecine pourrait apporter un complément à la médecine actuelle, pourrait apporter des solutions pour pouvoir traiter plus de patients, rapprocher, pas physiquement, mais rapprocher le patient de son médecin, ne serait-ce à distance. Ça, c'est un vrai outil, un vrai besoin, et je pense, une véritable avancée technologique qui pourrait améliorer tout un système de soins. La personnalisation des soins, ceux qui me connaissent, je travaille aussi dans le domaine de la recherche, en travaillant chez Clinica, qui est la première CRO. Les données, c'est quelque chose aujourd'hui qui est crucial. Il y a même de nouveaux métiers, on entend parler data scientist, enfin nouveau maintenant, tout est relatif, hein, qu'on soit d'accord. Nouveau, ils ont 15 ans, 15-20 ans. Data scientist, big data, traitement ajusté par personne, tout ça vient de l'analyse de grandes cohortes, donc la digitalisation, l'utilisation désormais même de l'intelligence artificielle permet d'avancer sur des approches thérapeutiques spécifiques par patient et du coup beaucoup plus efficientes. Prévention des maladies, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité avec l'histoire, il y a un petit scandale là, sur Apple Watch il y a 3-4 jours, hein. Ils ont utilisé apparemment le capteur qui n'était pas leur propriété intellectuelle.
ces Américains qui donnent des leçons. Donc, ils viennent de perdre un procès. Eh ben, prévention de la maladie, ben oui, c'est clair. Si on a un capteur de la fréquence cardiaque, un capteur de l'oxygène qui est à portée de main, ben, forcément, si on a des problèmes cardiaques, on peut détecter soit une bradycardie, c'est-à-dire une baisse de la fréquence, une tachycardie, une augmentation de la fréquence. On peut voir si le taux d'oxygène dans le sang baisse. Donc, c'est des alarmes qui nous permettent de, en effet, mieux prévenir soit des maladies ou leurs complications. Ce que je disais tout à l'heure, les concepts, c'est bien, la vraie vie, c'est mieux. Et je voudrais vous raconter une histoire vraie, qui est ce IRCP. D'accord. Déjà, on va commencer par le contexte. J'étais un jour au CPMC, dans le service du professeur Bouzid, pour discuter d'une étude clinique. Et il me dit, oui, passe lors de la RCP, mes collègues sont là. OK, c'est quoi la RCP déjà, pour commencer? C'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. En gros, on a des oncologues, des chirurgiens, des radiologues, des radiothérapeutes, d'autres spécialistes qui se retrouvent à la bibliothèque du CPMC autour de gros dossiers comme ça et ils étudient patient par patient le diagnostic, le protocole thérapeutique. Donc, il dit, passe à la fin de la RCP et tout le monde sera là, on va en discuter. Il me dit, bah, encore mieux, passe au début. Comme ça, tu vas regarder un peu comment ça fonctionne. Donc j'y vais, j'ai eu le plaisir de participer à la RCP de CPMC et je voyais des médecins débarquer, je dirais, avec de gros dossiers, certains arrivaient de très loin, d'autres villes, de Chilef, des anciens du CPMC qui font leur service civil, qui viennent avec leurs dossiers pour exposer le cas et puis prendre le protocole thérapeutique dans leur bagage et revenir dans leurs hôpitaux pour commencer le traitement, finalement, du patient. Certains d'entre eux étaient plus tordus que d'autres en fonction du poids du dossier, donc je ne vous raconte pas, de gros dossiers un peu partout. Bon. C'était bien, mais assez, je dirais, sur le plan image, c'était assez chaotique. Et d'où l'idée de dire, mais pourquoi tout ça? Elle me dit, ouais, il faut... Et on sait très bien que cette histoire de dossiers gros et puis beaucoup de malades, ça va avec l'augmentation de notre prévalence, malheureusement, des cancers. Et cette prévalence augmentée des cancers, très probablement, est également certainement liée à la prévalence augmentée d'autres pathologies, hein, et surtout aujourd'hui l'obésité, comme vous le savez très bien, le surpoids et l'obésité qui est à l'origine de plusieurs maladies. Donc on discute et on se dit pourquoi on va pas gérer cette histoire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et on pense à l'utilisation du digital. Et on se dit, tout ce beau monde qui vient de loin, avec des dossiers gros comme ça, comment on peut éviter? On se met autour d'une table avec des experts. Il y avait Debzi, il y avait... Bon, du coup, le projet d'étude n'a pas été concrétisé. Je suis sorti avec un autre projet, hein, qui est la IRCP. Et du coup, il y avait beaucoup d'experts autour d'une table et on discutait avec les chirurgiens, Ben Tabak, Ferraoun, bon, tous les oncologues, le chef de service actuellement aussi de Beni Messous, Bouzarea. Et on sort avec une idée, développer un outil qui va gérer tout ça, et la cerise sur le gâteau, même à distance. C'était quoi? C'était une... Il y a un pointeur? Non, ça marche. Il n'y a pas de pointeur, c'est pas grave. Donc, comme vous voyez, les médecins qui venaient de partout, qui sont plutôt de l'autre côté de la plaquette, ou des médecins du service. À l'époque, il y avait des problèmes de visa et de VFS, donc on s'est inspiré de la prise de rendez-vous de VFS, on a développé exactement le même outil. Donc ces médecins-là pouvaient prendre rendez-vous dans une plateforme complètement digitale, pouvaient uploader leurs documents, les documents des patients, télécharger sur tous les formats, pour que les spécialistes, les experts qui sont au milieu puissent les consulter à distance, pouvaient poser toutes leurs questions. Et lors de cette réunion, ils ouvraient l'outil, les experts, ils donnaient une démarche diagnostique, une démarche thérapeutique et même des conseils dans le suivi de ces patients.
Du coup, le médecin qui était HLF n'était plus obligé de venir au CPMC pour présenter son cas, et ça se faisait à distance. Et on ouvrait, pour que justement les experts ne soient pas débordés, on ouvrait comme un système de tickets, c'est-à-dire 20 patients par réunion, pour que justement que tous les cas, tous les patients puissent être traités lors de cette réunion. Tout ça était hébergé en local. On a déjà été avant-gardiste avant même l'instauration, comme vous le savez bien, de la nouvelle autorité qui gère la protection des données en Algérie. Nous, on l'a fait il y a 5 ans. On a tout hébergé en Algérie parce qu'on était avant-gardiste et c'était pour nous important. Ce projet, je tiens à le préciser, était fait en partenariat ou collaboration avec le ministère de la Santé, la DGSS, où le professeur El-Hajj était à l'époque à la tête de la DGSS. Donc, toutes ces données étaient hébergées en Algérie sur des plateformes web ultra sécurisées avec toute, on va dire, la batterie de la sécurité informatique. Et ça permettait, sans pour autant installer des applications, sans pour autant aller sur des choses très compliquées. C'était une simple interface web où les médecins pouvaient se connecter, poster. Et l'avantage ici, ils avaient des réponses qui étaient documentées. C'était engageant. La personne qui rédigeait la réponse, elle avait un login et mot de passe. Donc, on a créé même un système de signature électronique. C'est-à-dire, si c'est le professeur Bouzid qui dit, pour ce patient, il faut faire ça et ça et ça, c'est documenté. Et ça reste. Alors que lors de la RCP, le médecin prenait note comme il pouvait. Il y avait un risque d'erreur, bien évidemment. L'erreur est humaine. Mais tout est cadré, tout est enregistré. Et les données pouvaient rester enregistrées longtemps sur le serveur pour les reconsulter plus tard. Ça, c'était pour vous raconter un peu la gestion du calendrier des réunions. Ça permettait, comme je disais, de réguler et ne pas on va dire, déborder sur le nombre qui était autorisé par les experts en études externes. Et ça, on a intégré la deuxième version, parce que c'est un outil qui a évolué. Nous avons même intégré un système de visioconférence, c'est-à-dire qu'il y ait dans le même outil la présentation du cas à distance. Donc finalement, ici, nous avons réellement aidé les médecins dans leur pratique quotidienne. On leur a évité des kilomètres et des heures de trajet. On leur a permis d'avoir des avis documentés et avoir accès à l'expertise d'un centre de référence qui est le CPMC, n'importe où en Algérie. Les défis, c'était bien, mais il y avait des soucis quand même. Sinon, on ne serait pas en Algérie. Il faut quand même gérer tous ces défis en amont. Sécurité des données, donc on en a parlé. La formation des professionnels de santé, donc il fallait expliquer surtout le système de tickets, parce que vous imaginez bien, on se connecte, ça ne marche pas, et puis boum, on nous tombe dessus, ça ne marche pas. Bon, non, c'est juste qu'il y a le quota qui a été dépassé. L'accessibilité aux technologies, donc ça, il fallait minimum un PC ou une tablette connectée, mais surtout peut-être un PC pour scanner des documents, et accès à Internet. Ça va de soi, c'est-à-dire que si on n'a pas Internet, tout ce que je viens de vous raconter part à la poubelle. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est ça les challenges et les défis. L'intégration, oui, nécessite une collaboration étroite, ça on en a parlé. La formation était très importante. Il fallait que justement tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau, aient un minimum de connaissances dans la gestion de ce type d'outils. C'était un challenge, mais honnêtement, avec le temps, je pense, c'était devenu un jeu d'enfant pour eux. On a traité plus de 8000 patients. Il y a même une publication qui va sortir sur les données de cette IRCP, parce que ça permet aussi de récolter des données patients. Impact sur la qualité des soins, impact certain, parce que j'ai un cancer, je suis HLF, j'attends que mon médecin aille au CPMC pour discuter de mon cas, pour ceci, pour cela. Si je peux raccourcir ce délai et le faire en 24 heures, enfin que mon médecin puisse le faire en 24 heures, que je puisse commencer mon protocole thérapeutique, c'est clair que ma qualité de vie sera améliorée, la qualité de soins le serait également.
Prise en charge personnalisée, réduction des erreurs, ça on en a parlé, meilleure information sur l'état de santé, favorisant leur implication dans le processus de soins. La formation, on en a parlé. Ça ouvre vraiment une voie sur l'innovation continue dans la gestion des patients. Quand on en a parlé au début, il y a ceux qui nous ont dit c'est une super idée, il y a ceux qui nous ont dit c'est pas possible. Nous avons suivi plutôt ceux qui nous ont encouragés. Je pense qu'on a eu raison, car on a mis en place ce projet en direct et je dirais avec le soutien des experts. J'ai demandé à M. Ocal, je lui ai mis un mail il y a de cela 4 jours, j'ai dit je fais une présentation, donne-moi ton point de vue, je vais le projeter. Ça c'est son verbatim à lui, je n'ai pas touché. L'IRCP permet d'offrir à chaque patient une décision collégiale adapté à son cas, à la lumière des données scientifiques du moment. L'IRCP permet de rapprocher les cliniciens de différentes disciplines qui vont unir leurs efforts et leur savoir au bénéfice de leurs patients. L'IRCP permet également d'encadrer et de tracer le parcours du patient, évitant ainsi les éventuels errements, ça vient de errer, entre les différents spécialistes, avec comme conséquence les retards de prise en charge. Enfin, l'IRCP permet la formation continue de ses membres en accédant régulièrement aux mises à jour apportées par les mêmes membres. Voici le verbatim d'un membre du comité scientifique et d'un utilisateur. Je pense qu'il a tout dit. Il a résumé toute ma présentation. Merci, M. Ocal, de ce témoignage. Et je vous remercie.